des silices précipités utilisés dans différentes applications, à commencer par l'industrie alimentaire et après dans les pneus. Ces nanoparticules de silice, je les ai découvertes personnellement en sortant du CNRS en 1978, et dans la société dans laquelle j'avais été embauché, ils fabriquaient des produits comme ça depuis plusieurs années. J'ai eu voulant m'acheter un microscope électronique à balayage, donc j'avais pris des échantillons solides de la maison, je devais regarder le microscope électronique chez un fabricant, et ces nanoparticules de silice, elles faisaient 20 ou 30 nanomètres en taille élémentaire. Donc la nano-échelle et les nanomatériaux existaient bien avant qu'on en parle, et elles existeront sans doute bien après qu'on ait cessé de parler sur le plan médiatique. Alors, elle nanomonde bien avant, on remonte un peu, parce que tout ça, ça suscite des recherches. Les Romains, vous voyez, ça c'est la coupe de Lycurgus, qui est au British Museum. Suivant la manière dont c'est exposé, on voit des éclairages différents. Et il a été découvert après que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, du verre dichroïque, et qui contient à la fois de l'or et de l'argent, et que les nanoparticules font aux alentours de 70 nanomètres. Donc les Romains savaient déjà faire des nanoparticules d'or et d'argent. D'ailleurs, la technologie a été reprise et a été utilisée au Moyen-Âge dans certains vitraux de cathédrales. Donc faire des nanoparticules, ça remonte assez loin. Plus récemment, alors là c'est une publication plus récente, un chercheur allemand de l'université de Dresde et son équipe ont découvert que l'acier de Damas, qui avait fait tant de misère aux croisés, contenait des nanotubes de carbone. Alors l'acier de Damas, les cimetières de Saladin ont été équipés, et ils avaient la réputation de pouvoir couper un vol de soie volant dans l'air. Ça avait un tranchant remarquable. Alors jusqu'à dire que les nanotechnologies ont permis aux Sarrasins de chasser les Francs de Jérusalem, je n'irai pas jusque-là, mais vous voyez qu'on savait faire, les chimistes ont manipulé la matière à l'échelon nano depuis la nuit de temps. Certains collègues ont monté jusqu'à Sumer et aux Égyptiens pour montrer qu'on avait déjà une maîtrise de l'échelle nanométrique sans vraiment le savoir à cette époque-là. Alors, quel a été l'élément déterminant? En réalité, c'est peut-être la découverte et la mise au point du microscope à effet tunnel par deux chercheurs d'IBM qui ont permis de voir à l'échelon nano, à l'échelon des atomes. Et avec, donc, ça leur a donné le prix Nobel en 86, Wienig et Rohrer. Et en 86, la même année, le microscope à force atomique a été mis au point. Les microscopes à effet tunnel pourront marcher sur des matériaux conducteurs ou semi-conducteurs. Mais avec cet outil encore plus puissant que le microscope électronique, on pouvait atteindre et manipuler les atomes les uns après les autres. Et vous voyez, des chercheurs se sont amusés à écrire nano-USA. Il y en a une autre photo où ils s'amusaient à écrire IBM. Là, les atomes ont été manipulés un par un, prélevés par la tête du microscope, alignés pour écrire, dans ce cas-là, nano-USA. Donc la force de cet outil, peut-être beaucoup moins onéreux et beaucoup moins lourd que les microscopes électroniques, ont permis un progrès considérable dans cette approche du nanomonde et sont sans doute le révélateur du nanomonde. Alors, le constat, au début du XXIe siècle, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je dirais que c'était en 2000, mais c'est valable aussi en 2005 et c'est presque encore valable en 2010. Pas de définition reconnue. On ne savait pas exactement de quoi on parlait, d'ailleurs on sait à peine plus. Il n'y avait pas de normes, pas de réglementation, pas de loi spécifique aux nanotechnologies, aux nanomatériaux. Il n'existait pas non plus une méthode d'évaluation, de caractérisation, que ce soit sur l'aspect physique, physico-chimique ou toxicologique. Et aucune donnée, même épidémiologique, sur l'impact de ces nanomatériaux ou des nanotechnologies, à la fois sur l'aspect santé et sur la perception sociétale. Il n'y avait pas encore une objection aussi poussée sur les nanotechnologies. Les phénomènes OGM étaient encore présents. Par contre, beaucoup d'avis depuis 2000. Alors, il y a sans doute beaucoup plus d'avis, de rapports de synthèse, et peu d'études originales. Enfin peu, de plus en plus, mais tout le monde y a été de son rapport de synthèse, de son rapport d'évaluation, réactualisé tous les ans ou tous les 2 ans, mais en travaillant à peu près sur les mêmes matériaux. Alors, une première définition, ça je dû la prendre dans Wikipédia, donc un peu anonyme et un peu multiple. Ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre. Bon, alors du nanomètre, déjà on ne sait pas si c'est de 0,1 nanomètre à 100 nanomètres, si c'est 1 nanomètre plus ou moins 10%, mais disons que ça donne déjà une première approche, avec une définition des nanosciences, des nanotechnologies, mais
en définitive, et là on s'en rend parfaitement compte dans même nos discussions franco-françaises au niveau du ministère de la Recherche, de l'ANR ou autre, c'est que les nanosciences et nanotechnologies ont plusieurs significations suivant les cultures scientifiques et les cultures technologiques des personnes. Un meilleur exemple, c'est quand on parle avec des physiciens d'électronique, les nanotechnologies, c'est en dessous d'un nanomètre. Et les nanotechnologies, c'est plutôt manipuler le fermion, manipuler le nucléon, s'occuper du spin de l'électron, que de s'occuper de la matière à des niveaux plus élevés. On le rencontre typiquement au CEA, où vous avez la culture LETI à Grenoble, où on parle nanoélectronique, et la culture LITEN, où on parle nanomatériaux. Donc les deux ne se chevauchent pas strictement, sauf aux alentours du nanomètre. Donc il n'y a pas d'unanimité, et ça pose un problème, d'une part quand on veut parler au grand public, d'autre part quand on veut légiférer. De quoi parlons-nous quand on parle de nanotechnologie, et de quoi parlons-nous quand on s'inquiète des nanotechnologies? Alors la première définition officielle est reconnue au niveau mondial, c'est la définition qui a été proposée par l'International Organization of Standardization en novembre 2005, qui revenait à dire comprendre et contrôler la matière et les procédés à l'échelle nanométrique, typiquement mais pas exclusivement. Alors ces deux mots-là, il a fallu une après-midi pour se mettre d'accord entre les 15 pays qui étaient là, parlant en anglais plus ou moins bien, en dehors des Britanniques qui parlaient très bien l'anglais oxfordien, mais typiquement et pas exclusivement, il y a eu un consensus après une après-midi de discussion. Ce qui montre simplement le trouble, c'est que ces frontières 100 nanomètres, c'est totalement arbitraire. Il y a des phénomènes qui peuvent, nano entre guillemets, qui pourraient apparaître beaucoup plus haut, et peut-être que la frontière est surévaluée, peut-être que c'est aux alentours de 20 ou 30 nanomètres. Donc on n'a pas une frontière stricte, ce qui pose un gros problème pour le législateur qui a besoin d'une barrière. Et on voit les discussions qu'on a actuellement à Bruxelles se heurtent à cette frontière. Après, vous voyez, la mesure où les phénomènes dépendants de la taille vont permettre de nouvelles applications. Donc c'est pas parce qu'on diminue la taille qu'on va être nano. C'est parce que la diminution de taille va conduire à de nouvelles applications, à mettre en évidence de nouveaux phénomènes. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et ces nouveaux phénomènes peuvent apparaître à 300 nanomètres, comme ne pas apparaître à 30 nanomètres, suivant le matériau ou l'objet sur lequel on travaille. Donc c'est assez difficile de faire des réglementations générales avec un pareil flou sur les définitions. Et puis, l'autre approche importante, c'est utiliser les propriétés des matériaux à l'échelle nanométrique qui diffèrent des propriétés des atomes et des molécules. Donc, quand on travaille dans les nanos, l'échelle nano, on ne travaille pas sur les atomes et les molécules, on s'éloigne de la définition des physiciens, et de la matière massique. C'est-à-dire, entre un atome de fer et entre une pièce en fer, il y a un domaine de quelques nanomètres, dizaines de nanomètres, où les clusters de fer, les agrégats de fer, vont avoir des propriétés qui ne sont pas celles des atomes et pas celles du matière massique. Et là, on va rentrer dans la difficulté, c'est qu'il va falloir qu'on marie à la fois la mécanique quantique et l'approche classique de la matière, qui n'est pas du tout évident. Donc, l'échelle nanométrique, alors ça, je garde toujours cette présentation-là, puisque je m'étais intéressé au fullerène en 98, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, et je voulais qu'on utilise les fullerènes comme emblème de la Coupe du Monde de football qui était en France, mais c'était un peu trop court. Mais disons que vous voyez la différence entre un ballon de football qui fait à peu près 22 cm de diamètre, et puis les fullerènes qui font 0,7 nanomètres. Et sur l'échelle logarithmique, vous voyez que bon, les mouches ici, enfin les larves de mouches, on doit être à 1 mm, les cheveux font à peu près 80 microns, les globules sanguins font 7 microns. Donc on est encore loin de l'échelle nanométrique, qui est uniquement cette partie-là, de 100 à 1 nanomètre. Et là, on remarque d'ailleurs, ça ne m'avait pas frappé quand je l'ai utilisé au début, il y a 4-5 ans, c'est qu'il y a tout un vide jusqu'à 40 ou 30 nanomètres. Il y a très peu d'exemples dans cette zone-là de phénomènes nanométriques. Et là, on voit, bon, c'est du platine, des nanoparticules de platine et de titane qui font une bonne dizaine de nanomètres. Des chercheurs qui se sont amusés avec les IBM en manipulant des atomes. Et puis après, on voit l'ADN, l'ADN qui est aux alentours d'un nanomètre. Donc on voit un peu ces différences d'échelle. Il y a vraiment une rupture entre l'échelle traditionnelle et puis cette échelle de 1 à 100 nanomètres qui est compressée. Alors des présentations, on peut en trouver partout dans la littérature. Il y en a d'autres dans le document du ministère de la Recherche. Là, je vais garder celle-là, c'est parce qu'on voit que l'échelle nanométrique, elle est faite par l'homme, mais il en existe naturellement.
Donc l'homme n'a rien inventé, il n'a pas violé des règles de thermodynamique, des règles de physique quelconques pour travailler à l'échelle nanométrique. La nature fait elle-même, depuis aussi la nuit des temps, le vivant travaille dans l'échelle nanométrique depuis très longtemps. Convergence top-down et bottom-up. Ça, c'est un point important. Et ce document-là, je l'ai tiré d'un document de la Royal Society qui essayait d'illustrer ce qu'étaient les nanotechnologies et comment les sciences et les technologies allaient évoluer. Vous voyez, dans les années 40 ou 50, il y avait quand même une coupure très nette entre la chimie, qui travaillait dans ces niveaux du nanomètre, puisqu'un nanomètre, ça fait à peu près 10 atomes, enfin, une chaîne de carbone à 10 atomes fait 10 nanomètres de long, et puis la mécanique, même si c'était la